Nous sommes au sud-est du Maroc, un environnement désertique entre le haut Atlas et l'anti-Atlas. Un milieu hostile qu'un homme affronte depuis plus de 50 ans. Cet homme, c'est Jean Garzoni. Son but, étudier les lézards fouette-queue. Pour effectuer ces expériences, Jean doit procéder à une première étape, parvenir à attraper un lézard. Mais la chasse est difficile. Le fouette-queue est agile. Et pour Jean, le terrain rocailleux, parsemé de végétation coupante et plein d'embûches. Avant d'agir, il faut d'abord repérer les reptiles magnifiquement colorés. Le fouette-queue sent quand il est menacé, et il est malin. Le fouette-queue est rapide, et il possède plusieurs gîtes de secours où se réfugier. Le fouette-queue sait particulièrement bien se dissimuler. Le lézard n'est pas loin. C'est le moment de tenter de s'en approcher, doucement. Tout l'art de Jean est là. Parvenir à attraper l'animal au moment même où il entre dans son gîte. Celui-ci est une belle prise, digne d'être ramené au campement. Jean Garzoni est herpétologue de terrain. Passionné par les reptiles depuis sa plus tendre enfance, il a quitté les vertes montagnes suisses pour parcourir la plupart des déserts nord-africains, afin d'y étudier les animaux à sang-froid. Aujourd'hui, les études de Jean portent sur ces lézards, les plus colorés de la planète. Très peu connu, le lézard fouette-queue du Maroc et sa coloration cachent encore bien des mystères. Et Jean est curieux. À quoi est due cette coloration? En fonction de quoi son intensité varie-t-elle? Ah, j'ai fait un joli... Magnifique VS, regarde-moi ça. Pour accompagner l'herpétologue dans ses expéditions, Ahmed passe parfois des semaines dans le désert avec Jean. Aujourd'hui, ils vont procéder ensemble à une expérience particulièrement cocasse. Jean a remarqué que l'intensité de la coloration du fouette-queue semblait liée à la température environnante. Pour vérifier son hypothèse, il faut mettre le lézard au frais. Alors je laisse là-dedans, tu ne touches pas, d'accord? D'accord. On s'en fera voir après. Présent du Sahara au Moyen-Orient, le fouette-queue présente des coloris différents en fonction de sa répartition géographique. Mais il garde le même toute sa vie. C'est au Maroc qu'il présente les couleurs les plus vives. Ici, dans ce désert, il est rouge, jaune ou jaune-vert. Cette coloration varie selon l'heure de la journée, mais aussi selon les situations. Le lézard fouette-queue ne se déplace en terrain découvert que lorsqu'il atteint sa coloration maximum. Il semblerait que cela lui permette d'intimider ses prédateurs.
Le lézard fouette-queue dispose aussi d'un souffle puissant et terrifiant qui suffit parfois à dissuader ses adversaires de petite taille. Quand l'intimidation ne marche pas, ce lézard possède d'autres armes. Sa queue, notamment, parsemée d'écailles tranchantes, est une arme redoutable qu'il utilise en fouettant son adversaire. Depuis des milliers d'années, le corps de ce formidable reptile s'est façonné en une véritable carapace. Quelques minutes ont passé. Ahmed. Oui. Viens. Il est temps de sortir notre reptile de cette situation inconfortable. L'expérience promet d'être révélatrice. Dans ces conditions de froid comparables à la température de son terrier, le lézard a perdu toutes ses couleurs. Il reste à voir comment il va réagir à la chaleur. Tu fais attention à ce qui ne parte pas. On va voir la différence de couleur qu'il va prendre. Seul le bout des écailles de lézard fouette-queue change de couleur. La base du corps, elle, reste sombre. En quelques minutes, l'animal reprend ses teintes d'un jaune éclatant. Comme tous les reptiles, le lézard est un animal à sang froid. Ce n'est qu'avec la chaleur du soleil qu'il peut acquérir son énergie. C'est donc au moment où il est le plus coloré que le lézard fouette-queue a le plus de vitalité. Il n'évolue alors à terrain découvert qu'une fois réchauffé. C'est à ce moment qu'il peut le mieux affronter ses prédateurs. Les nomades du désert marocain, les hommes bleus, connaissent bien le lézard fouette-queue, qu'ils nomment le dob. Ils ont un grand respect pour ces joyaux du désert. Généralement, ces hommes ne mangent pas le dob. Lorsque c'est le cas, dans des situations particulièrement difficiles, les Touaregs lui tranchent d'abord la tête et la jettent par-dessus leur épaule, sans regarder où elle tombe. La tête ne doit pas voir que l'on mange le corps. Jean ne garde jamais très longtemps les reptiles qu'il capture. Il les ramène toujours là où il les a trouvés. Serpents, lézards, tous sont reconduits dans leur désert. Jean a une longue histoire avec le désert. Les animaux qui peuplent ce milieu rude sont pour lui l'image de l'adaptation à un environnement avec lequel Jean tente de se fondre. Le scorpion peut ne pas manger et ne pas boire pendant 2 ans. Parfois, Jean aimerait lui aussi être né sous ces rocailles hostiles.
Pour procéder à ses recherches sur la couleur des lézards fouette-queue, l'herpétologue a mis au point une technique. Il repère la coloration de chaque animal sur un terrain donné et place un signe de la même couleur à l'entrée de chaque terrier. Celui-ci est habité par un daube jaune. Si Jean montre un respect sans limite pour les daubes, certains habitants du Maroc ne le considèrent que comme une source de revenus, un joli souvenir pour les touristes. Et ça ne plaît pas du tout à Jean. Bonjour, ça va? Yes. Tu vois, c'est des animaux qui sont dans la nature, il faut les laisser où ils sont. Alors il faut les relâcher. Oui. Merci. Pour attraper leurs victimes, les vendeurs de daubes n'ont pas de scrupules. Ils n'hésitent pas à ravager des terriers à coups de pioche, afin d'en sortir le reptile qui s'y repose ou s'y protège. Jean, lui, refuse de détruire l'habitat des fouette-queues. Ses méthodes de capture sont différentes. Simplement, elles demandent beaucoup de patience. Bientôt, cette partie du désert sera parsemée de petits drapeaux rouges et jaunes. Pour Jean, la couleur rouge ou jaune des daubes pourrait aussi dépendre de la géologie du sol. Pour chaque terrier, il effectue des mesures sur le degré d'acidité du terrain. Si Jean connaît parfaitement le désert, il a assisté cette année à un événement qu'il n'avait jamais observé. Des pluies torrentielles se sont abattues sur une terre où la végétation est devenue riche. Jean n'a jamais vu le désert aussi vert. Les daubes peuvent ne pas se nourrir pendant plus d'1 an, mais cette fois, c'est une aubaine. La pluie a amené avec elle une profusion de nourriture. Mais si cette abondance profite aux lézards, elle présente aussi de graves inconvénients. Ces régions généralement inhabitées abritent maintenant de nombreux prédateurs très menaçants pour les daubes. Ils doivent redoubler de prudence. Occasionnellement, les fouette-queues avalent de menus insectes, mais ils se nourrissent principalement de plantes et de fleurs. La végétation leur apporte également l'eau dont leur organisme a besoin. Gras à souhait, les daubes sont très alléchants. Les hérissons ne s'attaquent qu'aux jeunes. L'agilité des petits daubes laisse bien souvent les hérissons sur leur faim. Beaucoup mieux armée pour la chasse aux lézards, la vipère à cornes est le prédateur principal des jeunes daubes. Jean sait que si la vipère reste par là, le jeune lézard est condamné. Le venin de ce serpent est mortel pour l'homme, mais le chercheur ne peut résister à un élan de sensibilité. Le jeune daube est sauvé et Jean pourra étudier le serpent de plus près. Le chacal, lui, s'attaque aux adultes qui, malgré leur courage, ont généralement bien peu de chances de s'en sortir. Jean épie la vie du daube dans son terrier.
Des heures d'observation peuvent le faire avancer dans son enquête sur la coloration des fouets de queue. Jean apprend aussi à connaître leurs mœurs. Chaque daube adulte possède son propre terrier. Il y passera sa vie entière et s'y réfugie à la moindre alerte. Pour mieux se protéger, il place toujours sa queue acérée à l'entrée du terrier. Jean sait à quel point cette méthode est dissuasive. Difficile d'attraper un lézard dans cette attitude. Chaque terrier mesure près d'1 mètre de profondeur. Le daube le façonne à la forme de son corps, creusant sous les roches avec sa tête et ses griffes. Parfaitement adapté aux conditions particulièrement rudes de ce désert, le fouet-de-queue partage son habitat avec peu d'autres espèces animales. Ce refuge lui permet pourtant de se reposer en toute sécurité. Ce lézard de l'extrême peut supporter des températures atteignant les 40 degrés, fait rare dans le règne animal. Il choisit même les moments les plus chauds de la journée pour sortir de son terrier. Pour Jean, le moment est venu de tenter une nouvelle capture. Cette femelle a été fécondée. Elle va pouvoir apporter de nouvelles informations à l'herpétologue. Avant de transporter l'animal provisoirement captif, Jean prélève un peu de terre de son terrier. Peut-être des analyses permettront-elles de mieux comprendre pourquoi cette femelle est jaune. Jean veut déplacer cette femelle. Sa progéniture sera-t-elle de la même couleur? En lui faisant pondre ses œufs sur un autre territoire où la nature géologique du sol est différente, l'herpétologue pourra voir de quelle couleur sont les petits. Procéder à un examen anatomique avec cet animal n'est pas chose facile. Une femelle prête à pondre, ça ne doit pas se laisser échapper. Ahmed sait que cette femelle est précieuse pour la suite de leurs investigations. L'expérience va pouvoir se réaliser. Les fouets-de-queue sont interdits à l'exportation, mais les vendeurs de daubes sont partout, à la grande désolation de Jean. Ça va? Tu sais, faut pas les vendre aux touristes. Faut les laisser dans leur désert. D'accord. Les femelles fouets-de-queue pondent environ 3 semaines après l'accouplement. Les œufs éclosent ensuite après une vingtaine de jours. Au moment de la ponte, les daubes quittent leur terrier pour déposer leurs œufs dans un lieu où les petits pourront être protégés. Mais cette fois, Jean offre à cette femelle un environnement rocailleux, dont le sol est bien différent de celui de son territoire. Tout de suite, elle trouve un abri. C'est le mois d'avril, la période de l'année où les fouets-de-queue du Maroc se reproduisent. Sur ce nouveau territoire rocailleux où les daubes sont partout, les mâles se battent pour les femelles qui ne sont pas encore fécondées.
la fin de chaque bataille, le vainqueur reste sur sa position. Le vaincu s'enfuit. Trois semaines ont passé. C'est le moment pour Jean de voir si les petits de sa femelle jaune sont nés. Sur sa route, un festival de daubes est là pour l'accueillir. Les petits sont nés. La femelle jaune se trouve à leur côté. Point 4. Emplacement d'une femelle Uromastix jaune, ayant donné naissance à des petits. Ces jeunes de coloration grise ont quelques taches et le ventre rosé, ce qui prouve qu'ils deviendront automatiquement rouges par la suite. Pour Jean, cette information est capitale. Les petits ne prennent pas nécessairement la couleur de la femelle. Il lui reste maintenant à savoir si la nature du sol a eu une influence sur la coloration rouge des jeunes. Ces jeunes sont gris, avec quelques taches. Encore de longues journées, de longs mois sans doute, de recherche et de patience. Automatiquement rouge par la suite. Observer, noter, analyser et essayer de comprendre, c'est la vie de Jean. Une vie de passion dans un désert qui commence à lui dévoiler ses secrets. Pour Jean, le désert se mérite, mais il n'est pas hostile. Il faut savoir l'écouter et le regarder. Alors chaque jour, il sait y découvrir quelque chose de nouveau, au détour d'une roche, au creux d'un buisson aride. Au rythme du désert, il apprend à connaître les daubes, les habitants les plus intimes et peut-être les plus secrets de cet environnement fascinant. À l'ouest de Madagascar, Olivier Béra remonte la rivière Maningos, à la recherche de l'un des plus dangereux reptiles de la planète. Il y a 10 ans, ce Français a connu une véritable révélation. Au Cameroun, il se retrouve par hasard avec un braconnier qui lui met un crocodile d'une 50aine de centimètres dans les mains. Depuis, fasciné par cet animal préhistorique, il parcourt le monde pour l'étudier. À l'est de l'Afrique, Madagascar est une île-continent plus grande que la France et la Suisse réunies. C'est l'une des régions du monde où vit le crocodile du Nil. Ce crocodile a presque totalement disparu des lacs et des rivières de l'est de Madagascar. Cependant, il reste encore des populations de crocodiles dans des régions peu habitées et difficilement accessibles à l'ouest du pays.
Olivier est devenu un spécialiste incontesté du crocodile au niveau international. À basse altitude, il survole les rivières pour repérer les sites de ponte et faire des inventaires. Il y a des pêcheurs devant, donc je pense pas qu'on ait des chances d'en voir là. Là, croco. Ah non. Non, ça c'est un bout de bois. Par contre, les premières pluies sont tombées, hein, regarde la couleur de l'eau. Ouais. Et je suis assez surpris par le peu de flotte qu'il y a. Il y a des canards, il y a de quoi bouffer pour les crocos. Trois crocos là. Toc. 4, 5, oh putain, il y a du monde. Ouais, il y a du monde dehors. C'est beau. 6. Ouais, je suis content parce que je pensais pas qu'il y en aurait encore tant sur cette partie. Quoi. Ouais, je veux dire qu'on les emmerde pas souvent ici. Hein. Comme dans d'autres pays d'Afrique, à Madagascar, les crocodiles sont exterminés par les populations locales. Ce sont des animaux dangereux qui n'hésitent pas à tuer le bétail et à attaquer l'homme. Olivier est venu dans ce pays il y a 5 ans avec pour objectif la réconciliation des hommes et des crocodiles. Pour cela, il a mis en place un programme de conservation qui implique les populations rurales. Les crocodiles sont des animaux amphibies. Ils vivent essentiellement sur les bords des lacs et des rivières. Olivier, avec l'aide des villageois, explore les cours d'eau pour recenser les crocodiles et localiser les zones de ponte. Dans ces régions reculées, seule la pirogue peut être utilisée. C'est pour garder les nids. Même s'ils sont terrifiants, les crocodiles restent craintifs. À l'approche d'Olivier, ils disparaissent au fond de la rivière ou se cachent dans les roseaux. Les crocodiles adultes peuvent rester plus d'1 heure sous l'eau. Une fois le calme revenu, ils retournent sur la berge pour prendre le soleil dont ils ont besoin pour réguler leur température. Les habitants de ces zones reculées et de l'ouest malgache se baignent ou lavent leur linge dans la rivière. C'est à cette occasion que les crocodiles peuvent attaquer l'homme. À Madagascar, il y a plusieurs centaines d'accidents par an, dont quelques dizaines sont mortels. Et est-ce qu'il y a des ébus qui se font bouffer par ici là? Misy omby hoaniny voa dia omby mandeha misotro rano atreny sa tsy misy. Misy le omby misotro rano amin'ny rano ity, io vao le hoaniny. Les ébus qui viennent boire de l'eau ici, ils sont maro. Beaucoup des ébus qui viennent boire ici sur la Mangouste
attrapés par les crocos. Il y en a beaucoup. Le plus grave problème concerne le bétail qui subit des ravages. Avant l'arrivée d'Olivier, les paysans n'hésitaient pas à tuer les plus gros crocodiles et exterminaient ainsi une partie des reproducteurs de l'espèce. Ces villageois ont traditionnellement l'habitude de trouver les nids, parfois pour manger les œufs, mais surtout pour les détruire, afin d'éliminer ces animaux nuisibles. Les crocodiles sont de redoutables prédateurs. Lorsqu'ils chassent, ils s'approchent de leur proie, en ne laissant émerger que leurs naseaux et leurs yeux, puis disparaissent sous l'eau pour surprendre leur victime. La saison de ponte dure d'août à septembre à Madagascar. Après cette période, Olivier collecte les œufs de crocodile pour les faire éclore dans un élevage. Aujourd'hui, ce sont les villageois qui indiquent à Olivier l'emplacement des nids qu'ils préservent pour le programme de conservation. C'est une aide indispensable pour Olivier et son équipe. Il peut être périlleux de s'approcher des nids, car la femelle monte la garde pendant les 90 jours que dure l'incubation. Il est probable qu'elle jeûne pendant ces 3 mois. La collecte est une opération délicate. Olivier marque les œufs pour les replacer exactement dans la même position dans l'incubateur de la ferme. En effet, dès le 2e jour, l'embryon du petit crocodile se place dans la partie supérieure de l'œuf. C'est dans cette position qu'il peut se développer et arriver à l'éclosion. Il est donc essentiel que l'œuf ne soit pas renversé. L'équipe n'est pas tranquille. Cette femelle de 3,50 m de long est restée près du groupe. Danger. Une attaque pourrait être foudroyante. Mais devant le nombre d'hommes qui entourent son nid, elle se résigne à abandonner ses œufs. C'est celui qui a été pété. Tiens, on va regarder ce crocodile. À chaque collecte, Olivier profite de la présence d'un œuf percé pour étudier l'embryon. C'était déjà bien formé. Hein. On va mesurer, Dim, tu vas noter. Donc tu notes 10, hein. Non, ça va. 108, hein. Alors tu vois l'ombilic, Dimby, tu vois ce qui n'est pas fermé, hein. Compte tenu du développement de cet embryon, l'œuf a dû être pondu voici 40 jours. Ces informations permettent d'améliorer la connaissance de l'espèce, mais aussi de former de jeunes malgaches. Chaque couvée contient entre 20 et 70 œufs. Chaque villageois qui trouve un nid touche environ 3 francs par œuf collecté.
Ils sont donc concernés par la préservation des reproducteurs et des berges des rivières pour que les femelles puissent y pondre. Tu me disais, Dimby, qu'ils ont trouvé un nid pas loin? Un nid cassé? Alors tu vois, Dim, tu vois bien que ça a été pété, ça. Parce que quand c'est le petit qui sort tout seul, il sort tout seul. Au bout de l'œuf, tu as juste la sortie qui se fait de l'embryon. Alors que là, tu vois, ça a été déchiré, ça a été cassé, quoi. Donc soit des hommes, soit des sangliers. Comme ça a été bouffé, qu'il n'y a plus de traces dedans, c'est certainement des sangliers. Allez. Pas de problème. On va tout charger. Combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Bon. Tiens la porte. Je vois un petit peu pour les problèmes de centrage. Olivier a collecté 500 œufs en 3 jours. Il doit maintenant les apporter à l'éleveur dans les meilleures conditions. Bon, Une fois encore, l'avion est indispensable. Il faut faire vite et les routes sont impraticables. Si l'action d'Olivier est fructueuse, elle n'est pas sans risque. Les paysans qui fournissaient les trafiquants ne chassent plus pour la peau, car ils gagnent plus d'argent en collectant les œufs. Les trafiquants sont bien entendu très opposés à cette démarche. Olivier dérange. En 4 ans, 4 personnes ont été tuées par les bandits ou les braconniers durant une collecte, dont M. Charles de Lanessan, le premier éleveur de crocodiles reconnu au niveau international. On considère souvent les crocodiles comme des chasseurs paresseux qui se tiennent à l'affût dans les eaux peu profondes. Mais ils peuvent aussi bondir hors de l'eau à une vitesse étonnante, même parcourir plusieurs mètres sur la rive pour capturer le poisson. Les crocodiles sont des nageurs très puissants et il faut à ces canards une agilité exemplaire pour échapper à leur proie. À Madagascar, comme dans de nombreux autres pays, la raréfaction du crocodile dans son milieu naturel a suscité la création de programmes d'élevage. Avec les œufs collectés, les vendeurs de peau élèvent en ferme les crocodiles destinés au tabac. Cela permet de réduire le braconnage et les prélèvements effectués sur les populations de crocodiles sauvages. L'une des missions d'Olivier est de conseiller les dirigeants de ces fermes. Le marché de la peau de crocodile ayant considérablement chuté, les éleveurs ouvrent aujourd'hui les portes de leurs fermes aux touristes. Le clou de la visite, le nourrissage bien sûr. À l'état sauvage, le crocodile du Nil n'avale certainement pas plus de 50 repas par an. Certains crocodiles peuvent atteindre plusieurs centaines de kilos, car 60% de l'énergie contenue dans leur alimentation est stockée sous forme de graisse. Un crocodile de plus d'1 tonne peut jeûner pendant 1 an. À la ferme, les reptiles sont nourris 2 fois par semaine.
conneries deviennent. Ouais, bah, je te ramène les 500 derniers. Je les ai regardés un petit peu, à mon avis, ils sont pas loin d'éclore. Hein, Ouais, ils sont un peu en avance, là. J'en ai 2 qui sont nés déjà. Ah ouais? On va les mettre, allez, on les met au flotteur. L'incubation d'un œuf de crocodile dure généralement 3 mois. Dans la nature, des variations de température trop grandes peuvent provoquer la mort de toute une couvée. En élevage, la température est constante à 31 degrés et les pertes sont minimes. Transport, pas de casse? Impeccable, là, les 2-3 œufs comme la mer, c'est tout, sinon tout a été. Alors tu vois, comme l'année dernière, ils ont été petits, des petites femelles, donc tu as des nids de 20 à 30 et les œufs, pareil, sont petits. Toujours la même zone? C'est le même coin, là. On a resté sur la même zone parce que c'est là que les gens répondaient le mieux, donc c'était pas mal. Alors tu vois, on voit bien, ils ont bien évolué, il n'y a même pas besoin de lampe, on voit bien les bandages, c'est impeccable. Ok, d'accord. Bon, ben on va laisser ranger les gars, là, les œufs, puis moi j'aimerais que tu regardes les 2 qui sont déjà nés, là. Ouais. Ok? Ouais, c'est bon. Alors, voilà, t'as les petits, là, qu'est-ce que t'en penses? Ils sont encore un peu bien gros, hein. Bien gonflés. Dans combien de temps tu penses qu'on les nourrit, là? Ouais, alors tu vois, ils ont encore du jaune dehors, ça va être la merde, là. C'est quasiment des prématurés un peu ça. Ah ouais, mais ils sont Alors là, tu peux attendre une semaine, il faut qu'ils aient tout résorbé, hein, qu'ils soient maigres de nouveau, sinon ils vont faire des blocages. Hein. Le crocodile du Nil est classé en annexe 1 dans la Convention de Washington qui réglemente le commerce international des espèces, de faune et flore sauvage menacées d'extinction. Mais grâce à son programme de ranching qui contribue à la préservation des animaux dans la nature, Madagascar a obtenu le déclassement en annexe 2 et peut aujourd'hui exporter des peaux de crocodile. Le crocodile est un prédateur essentiellement nocturne. Grâce à ses pupilles qui peuvent se dilater, il voit parfaitement dans l'obscurité. Le régime alimentaire des crocodiles est pour une large part fonction de son habitat. Dans les eaux saumâtres et les estuaires, les jeunes se nourrissent de crabes, de mollusques et de petits poissons marins qui viennent chercher abri dans la mangrove. À l'âge adulte, les crocodiles capturent toutes les proies disponibles. À Madagascar, ils se nourrissent aussi bien d'oiseaux aquatiques que de zébus venus s'abreuver au bord de la rivière. Durant la journée, il est très difficile d'approcher les crocodiles. La nuit tombée, Olivier parcourt régulièrement les cours d'eau afin de les recenser et de les capturer. La capture à main nue ne peut s'effectuer que sur des crocodiles ne dépassant pas 1,50 m. Pour les plus gros, il faut être plusieurs et employer des lassos. Le poisson, c'est à peu près 110 à peu près. Alors si c'est un mâle. C'est un mâle. On relâche? Ouais. Maintenant, je vais monter, on va le relâcher dans vous. Ok. Toutes ces observations permettent à Olivier d'établir des inventaires et de suivre l'évolution de l'espèce dans la grande île.
Il mesure ainsi l'efficacité de son programme de conservation. Allez, je pars pas, hein. En échange des œufs prélevés dans leur milieu naturel, les éleveurs mettent à la disposition de l'État malgache 5% de leur production de crocodiles pour les relâcher dans les zones à repeupler. Olivier estime que dans la nature, seulement 2% des œufs donneront des crocodiles adultes. Le ranching, quant à lui, permet 80% de réussite. Aujourd'hui, Olivier est optimiste. Mais la survie de ce saurien vieux de 200 millions d'années dépend aussi de la conservation de l'écosystème et de l'aide des populations malgaches.